Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Pour clôturer cette longue session de podcast, je vous propose un témoignage plus personnel dans cet épisode hors série. J'avais envie de vous partager mes réflexions sur l'impact et l'épanouissement au travail, parce que c'est un travail que j'ai fait moi-même il y a quelques mois avec Rebecca, que j'ai donc invitée sur le podcast pour parler de ce sujet où j'aurai largement de quoi commenter. Pour vous expliquer comment j'en suis arrivée là, c'est que être écolo au boulot pour moi, ça apporte plusieurs choses. Des éco-gestes en entreprise, des projets d'amélioration de l'impact environnemental, mais aussi le fait d'avoir une carrière au service de la transition écologique. Et une carrière, ce n'est pas linéaire. Et au-delà d'une mission, il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour se sentir bien au travail. L'ambiance, la charge, l'articulation avec les autres pans de la vie, les loisirs, etc. Bref, j'en étais arrivée à un moment de ma vie où j'avais une carrière bien lancée, une activité parallèle, ce podcast, tout aussi bien lancé, une vie personnelle très bien remplie, encore plein d'idées et de projets, mais je manquais de clarté sur ce que j'allais faire de tout ça. Quelque part, je voulais du changement, mais sans rien enlever à ce que j'avais déjà construit. Je vous parle donc de mon parcours de coaching avec Rebecca Sedge, qui est coach pour femmes entreprenantes engagées en quête d'accomplissement professionnel et d'impact social. Aujourd'hui, c'est donc un petit peu l'accompagnement des femmes, mais si vous êtes un homme, vous pouvez quand même rester et vous devriez quand même trouver dans cet épisode des éléments intéressants pour allier impact et épanouissement au travail. On aborde dans cet épisode les sujets de quête de sens au travail, entre épanouissement et impact, du choix de l'entrepreneuriat ou pas d'ailleurs, avec les différentes postures envisageables. On parle de connaître ses besoins pour adapter son parcours, de miser sur ses forces et du passage à l'action. Alors c'est parti. Bonjour Rebecca, merci pour ce temps d'échange. Avec plaisir, je suis trop contente de pouvoir partager sur ce sujet de la quête de sens au travail avec toi et notre public bien aimé. C'est ça, avec les auditeurs, auditrices d'Écolo au boulot. Alors, ça fait 3-4 mois que le parcours entrepreneuse de vocation est terminé et on voulait faire un bilan, un peu croiser nos expériences. Moi, ça m'intéressait de le partager parce que tout ce qui concerne l'évolution de carrière pour plus de sens, je trouve que ça a l'intérêt sur ce podcast d'Écolo au boulot quand on veut avoir de l'impact au travail, ce qui était mon cas. Et je trouve ça intéressant d'avoir aussi ta vision parce que tous les sujets de transition, je sais que c'est des sujets qui t'intéressent de manière générale et tu coaches des femmes qui ont envie d'avoir de l'impact dans leur travail, mais aussi de l'épanouissement. Je crois que c'est important d'avoir les deux et c'était l'occasion d'en parler avec toi aujourd'hui. Carrément. C'est quand même génial d'avoir autant de points en commun entre moi qui accompagne les femmes dans leur quête de sens au travail et toi qui a un podcast sur le sujet aussi pour donner plus de sens dans son taf. Donc, trop contente d'être là. Alors, pour commencer, je voulais qu'on parle un peu de nos objectifs respectifs. Toi, quel est ton objectif quand tu accompagnes des femmes en coaching de carrière, entrepreneuse de vocation, parce que ça touche à la fois le pro et le perso. Et puis, moi, je pourrais aussi partager pourquoi j'ai voulu passer par là. Yes. Et ben alors moi, pourquoi? Déjà, déjà, je pense que ça parle de mon histoire aussi. Tu me poses la question. Je pense que depuis que je suis toute petite, c'est hyper important pour moi d'être heureuse. Et comme le travail fait partie de notre vie en grande, grande partie, j'avais envie de m'épanouir dans mon travail. Sauf que je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie professionnelle. Je savais pas du tout quoi faire comme métier. Et ça m'a vraiment handicapée et déprimée pendant de nombreuses années. C'est comme si depuis toute petite, je voulais savoir quoi faire de ma vie. Il y a des gens, ils s'en fichent complètement. Et moi, depuis petite, je suis obnubilée par ça. Et donc, j'ai vécu vraiment depuis toute petite à me poser ces questions existentielles, du job idéal, etc. Et c'était pas forcément des questions auxquelles on répondait par l'éducation nationale ou les études traditionnelles. Donc, j'ai fait un peu comme mon parcours alternatif en parallèle de tout ça
pour trouver des réponses à mes questions, pour me poser des meilleures questions, pour expérimenter, pour trouver des réponses, pour avoir des méthodes, pour avoir une pédagogie qui me permet en fait d'identifier qui je suis, où je vais, à quoi je veux contribuer, quelle est la place du travail dans ma vie, à quoi je veux contribuer par mon travail, en dehors de mon travail, etc. Et donc, forte de toutes ces réflexions, de tous ces passages à l'action, de toutes ces expérimentations, j'ai eu envie de partager en fait cette expérience, cette expertise, ce parcours pédagogique pour trouver sa voie, pour se trouver soi et créer un projet professionnel qui soit au service de sa vie idéale pour identifier justement la place du travail dans sa vie. Ok, ben écoute, c'est hyper clair et détaillé, mais peut-être qu'on peut aller un peu plus dans le concret maintenant de en fait comment on fait pour trouver ces différentes étapes, comment on fait pour trouver sa voie et se trouver. Alors moi, ce que j'avais bien aimé dans ton approche, est-ce que tu partageais d'ailleurs dans une semaine de Dream, je trouve ton dream job, c'était quelque chose comme ça, le Dream Job Challenge. Et voilà, tu parlais de ces plusieurs, qu'il y a plusieurs piliers. C'est vrai que, alors c'est mon cas et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, quand on veut avoir un travail qui a du sens et qu'on est tourné sur les questions écologiques, climatiques, solidaires, on se dit que si j'ai un travail qui a du sens, je vais être heureuse. Ce qui est pas vrai, en fait. Parce qu'il y a d'autres choses à voir. On se concentre beaucoup sur la finalité, sur la mission. Je fais quelque chose qui me plaît ou je fais quelque chose dont la finalité est utile. Donc mon travail va être épanouissant. Et toi, tu nous parles d'autres piliers au travail qu'on peut creuser un petit peu ça. Carrément. Oui, c'est un super bon point. En fait, il y a certaines personnes qui vont voir que la partie émergée de l'iceberg. Par exemple, il y a des personnes qui vont me dire: «Ah toi, tu as trop de chance, tu as vraiment un super job parce que, tu as beaucoup de liberté en tant qu'entrepreneuse», par exemple. Mais derrière, ils voient pas aussi tout ce que ça a derrière comme implication. Et donc, je trouve que dans la quête de sens au travail, parfois, on va pas avoir conscience de tout ce qui se joue. Et donc ça empêche parfois aussi d'avoir de la gratitude pour ce qui se passe bien dans son travail, ou ça va aussi empêcher de voir qu'est-ce qui pourrait être encore mieux parce qu'on n'a pas conscience de ce qui va pas aussi. Donc c'est des enjeux qui sont importants. Toi, tu as l'impression d'avoir, plus, de clarté sur la mission, donc ce que tu fais au quotidien, un des piliers du travail, la finalité, ce pourquoi, tu travailles, donc ça peut être par exemple moi sur, l'égalité femmes-hommes et cetera, ou pour l'écologie par exemple pour, le podcast. Mais il y a aussi d'autres, 2 autres piliers qui sont importants, qui sont l'environnement. Quelles sont les conditions dans lesquelles, je vais pouvoir travailler? Et puis aussi on avait dit les impératifs, qui sont importants aussi, c'est-à-dire, combien est-ce que je gagne? La rémunération aussi pour ton travail et puis où est-ce que je vis? Quelles sont les localisations géographiques et cetera. Et en fait, en fonction d'une personne ou d'une autre, on va pas avoir le même ordre de priorité. Et en fonction d'une période de vie ou d'une autre, on va aussi pas avoir le même ordre de priorité. Et pour, une anecdote, il y a par exemple une membre des Entrepreneuses de vocation qui a commencé le programme de réinvention professionnelle en disant: «Moi, je prends ça pour que Rebecca, elle me dise comment démissionner de mon travail», et elle voulait qu'une chose, c'était démissionner, démissionner, démissionner. Je dis: «Bah, OK, OK, on va voir, pourquoi tu démissionnes pas et comment tu as envie de démissionner?» et cetera. Et au final, en travaillant sur ces piliers, et tu vas nous dire aussi toi comment, tu as pu travailler autour de ces piliers, ce que ça t'a amené. Elle s'est rendue compte de pourquoi est-ce qu'elle restait dans ce travail-là. Parce qu'il y avait des piliers qui lui manquaient. Elle disait: «Mais il faut que je parte absolument parce que je veux tel pilier, je veux tel truc». Mais en fait, elle avait pas conscience de pourquoi elle restait. Et elle restait en particulier parce qu'elle avait très envie d'avoir un deuxième enfant. Et donc, c'était, une priorité pour elle de pouvoir rester dans un cadre où elle pouvait continuer à gagner de l'argent, où elle pouvait avoir une stabilité, où elle pouvait garder cet équilibre-là pour pouvoir, s'épanouir dans le plan personnel, en fait. Et elle a décidé de mettre le sens dans sa vie personnelle et que son travail vienne soutenir sa vie personnelle sur ces enjeux-là. Et c'est ça qui est très, très, très intéressant, c'est de pouvoir avoir la big picture, l'image complète de, quel est le sens du travail, en fait? Le sens du travail, c'est aussi, de pouvoir nous amener une rémunération, c'est aussi le mode de vie, c'est aussi, ce qu'on fait au quotidien, c'est aussi ce pour quoi on contribue et c'est important d'avoir une vision globale pour pouvoir faire des choix éclairés. Oui, moi, c'est pour ça aussi que j'avais créé ce podcast, hein. C'était parce que des fois, on n'a pas envie de quitter son entreprise, on a juste envie qu'elle soit plus écologique, mais on s'y sent très bien sur plein d'autres aspects.
que ce soit son métier qui a peut-être rien à voir avec l'écologie, ou en effet l'environnement, les impératifs, c'est à côté de chez moi, c'est pratique, j'adore mes collègues, etc. Et en effet, peut-être que quand on voit un peu, on fait le point sur tous ces piliers, c'est plus facile de prendre une décision, de dire, en fait, ça peut me correspondre, ça peut coller à ce que je veux, ou c'est vraiment trop éloigné. Hmm. Et alors, du coup, raconte-nous, toi, qu'est-ce que ça t'a amené à cette lecture à travers les 4 piliers? Est-ce que ça t'a permis de prendre conscience de certaines choses, de faire évoluer certaines choses? Alors, moi, j'avais toujours mis l'accent sur la finalité, enfin, surtout sur la finalité, en fait. Quand j'ai commencé ma carrière, peu importe ce que je faisais, tant que ça remplissait une finalité écologique, ça m'allait. J'ai eu un peu de chance parce que je suis tombée sur des missions qui me plaisaient. Donc, les missions me plaisaient et ça remplissait ma finalité. Cela dit, plus ça va et plus plus je sens que j'ai besoin de missions vraiment qui m'épanouissent. Il y a des choses que je faisais en me disant, bon, ça sert ma finalité, qui me plaisait pas, et que j'arrive à laisser petit à petit. Donc, cette concentration sur des missions qui me plaisent davantage, que ça peut être dans mon emploi salarié, où on a quand même une certaine autonomie, une certaine liberté, une force de proposition, et du coup proposer des choses qui nous plaisent. Donc, quand j'ai fait le point là-dessus, je me suis dit, ok, il y a des trucs qui me plaisent pas, il y a des trucs qui me plaisent. Comment je peux passer peut-être plus de temps, plus d'énergie sur ce qui me plaît? Donc ça, c'est quelque chose qui part de moi, en fait, hein. Quand on a des missions très très larges et qu'on peut choisir où est-ce qu'on met son focus, ça permet de faire ça. L'environnement de travail et les impératifs, finalement, je les avais jamais positionnés en premier parce que la finalité passait devant tout. Et c'est vrai que finalement, là où j'avais besoin d'ajustement, c'était sur l'environnement et sur les impératifs. Dans ce que j'ai changé notamment, c'est un petit peu plus de télétravail parce que j'habite je fais 3 heures de trajet par jour. Alors certes en train et en vélo, mais c'est quand même 3 heures de trajet par jour. Et j'avais besoin en fait, juste plus de temps tranquille chez moi, pas avoir ces gros trajets-là. Et donc juste en changeant ça, finalement, à la base, quand j'ai rejoint le coaching, je voulais vraiment déménager. Moi, c'était mon objectif, il fallait que je déménage. Et en fait, maintenant, je me dis, c'est beaucoup moins pressant. Ouais. Parce que Et comme, déménager, c'était m'éloigner de mes amis, c'était de m'éloigner de choses qui sont très pratiques dans mon quotidien aussi. ouais. Et du coup, dans la même manière de l'anecdote que j'ai citée précédemment, il y avait le côté, OK, mon objectif, c'est de quitter mon job. Mon objectif, c'est de déménager. Donc, ça, on peut dire que c'est un des objectifs de coaching à la base, qui finalement n'est pas atteint, entre guillemets, mais parce que l'objectif n'est plus pertinent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça répond pas à un vrai besoin. Le vrai besoin, il était, je sais pas, plus de liberté, plus de temps pour toi, plus de repos, j'en sais rien, plus de flexibilité peut-être aussi, d'autonomie. Enfin, c'est peut-être ça les vrais besoins. Et du coup, c'est en trouvant d'autres stratégies plus adaptées pour répondre à ces vrais besoins qu'en fait, tu as trouvé plus d'alignement dans ta vie et dans ton travail. Et c'est ça que je trouve assez brillant dans ta démarche et dans la façon dont tu as pu faire l'usage du coaching, c'est que parfois on va s'imaginer des grands changements de vie, alors que parfois ça peut se faire aussi par des petits pas progressifs et doux et faciles et qui nous font du bien et qui prennent soin de nous en fait. Et il y a aussi des possibilités de faire des grands changements radicaux, comme par exemple d'écrire un livre en un mois. Par exemple. Je dis ça, je dis rien Cassandre, par exemple. Mais voilà, alors, il est possible en fait d'atteindre d'autres objectifs que ce qu'on s'était fixé à la base parce qu'on se rend compte que c'est des objectifs qui sont meilleurs pour nous. Ça, c'est aussi, je trouve, un des avantages du coaching, ça nous permet de prendre du recul et de savoir ce qui est bon pour nous et de pouvoir se mettre en action et de trouver des stratégies qui correspondent à nos propres modes de fonctionnement, à notre propre rythme, à notre propre priorité. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Mm. Et ça tombe bien que tu parles des besoins parce que ça fait partie des sujets que je voulais aborder. En fait, avant les besoins, tu nous avais demandé de creuser nos rêves, même nos rêves les plus fous, de découvrir nos besoins et puis de connecter les deux pour identifier un peu les besoins cachés derrière nos rêves. J'ai trouvé ça hyper malin, même si à la base, j'avoue que les besoins, ça me parlait pas trop, je voyais pas trop ce que j'allais en faire.
pour identifier mes besoins et même voilà, identifier mes valeurs. Je voyais pas du tout ce que j'allais en faire derrière. Et au final, c'est en les connectant aux rêves qu'on avait, même des choses un peu loufoques, que là j'ai trouvé du sens au fait de comprendre quels besoins étaient cachés. Enfin, là, tu nous avais dit, imaginez que vous pouvez faire 3 stages d'une semaine, les emplois dont vous rêveriez de tester, ce serait quoi? Et en fait, ce qui est hyper drôle, c'est que j'ai dit des emplois que je pense j'aimerais pas faire, mais il y avait quelque chose qui était caché derrière, ce lien entre les rêves et les besoins. Alors, grave, je veux bien qu'on en parle. Et si tu as l'élan de partager un exemple, justement, quand tu disais je m'étais mis des jobs où probablement j'aimerais pas vraiment les faire, mais il se cachait des choses derrière, est-ce que tu aurais un exemple à nous partager? Et qu'est-ce qui se cachait derrière, du coup? Ouais, je me souviens que de 2 sur les 3. Il y en avait un, c'était d'être assistante parlementaire d'une femme politique inspirante. Et en fait, assistante parlementaire, ça implique tellement de choses comme boulot. Je pense que c'est pas du tout fait pour moi sur d'angles, enfin plein de niveaux différents. Mais par contre, est-ce que ça voulait dire que j'avais besoin d'être inspirée par une leader? Est-ce que c'est que j'aime la politique, ce qui est possible en partie parce que je travaille quand même pour des collectivités territoriales, donc voilà, peut-être que ça voulait dire ça. Et le deuxième métier, c'était tisanière bio. C'est même la plus grande tisanière bio du monde. J'avais pas d'exemple concret. Mais ça, c'était lié, tu sais, ça a un besoin de nature, de quelque chose qui est lié à mes passions. Je bois des tonnes et des tonnes de tisane et de thé. Enfin, des litres plutôt, que des tonnes. Et ouais, c'était plus un besoin de nature, de développer cette passion et de partage, parce que j'aime bien créer des tisanes et ensuite les partager. Donc voilà, est-ce que j'ai pas du tout l'élan de me lancer en tant que tisanière bio. Je sais même pas si j'ai envie de faire ça, mais derrière, il y avait des choses intéressantes à creuser. Ouais. Et ça illustre qu'on peut avoir des rêves professionnels, mais aussi des rêves personnels. Et ça illustre aussi cette part de qu'est-ce que je mets dans le travail, en fait. Je peux avoir du sens dans ma vie grâce à plein de projets ou activités différentes. Mais en fait, qu'est-ce que je fais comme choix? Qu'est-ce que j'ai envie de voir rémunéré, en fait? Et ça, c'est aussi des vrais sujets. Par exemple, une femme que j'ai accompagnée qui s'appelle Julia, elle rêvait d'être artiste et elle savait pas si elle voulait vraiment en faire son job. Et elle s'est rendue compte au fur et à mesure du coaching qu'elle avait besoin d'art dans sa vie, de faire de la scène, de chanter, de danser, de faire du théâtre, mais qu'elle avait pas forcément envie d'en faire son métier. Et donc, elle est devenue coach à la place. Et puis maintenant, elle est coach. Et à côté, elle est artiste. Et elle commence à gagner sa vie aussi en tant qu'artiste. Donc, mais le fait de lâcher prise sur, en fait, j'ai juste envie d'en avoir dans ma vie, pas forcément que ce soit rémunéré, en fait, ça permet de prioriser, ça permet de lâcher prise, ça permet d'avancer aussi dans ses choix de vie. Et pour l'anecdote, en tout début de coaching, je crois que c'était entrepreneuse de vocation promo 3, je crois. Il y a une des participantes qui met comme stage, ah, j'aimerais trop être céramiste professionnelle et tout. Et en fait, il s'avère qu'elle est vraiment devenue céramiste pendant le coaching. Et en fait, elle en parlait tellement tout le temps que les membres du groupe étaient persuadés qu'elle faisait de la céramique depuis le début du coaching, en fait. Et elle crée ses propres plats, ses propres assiettes. Et en fait, elle en fait vraiment son job aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment révélateur de à quel point une bonne question au bon moment, elle peut permettre d'avoir des vrais déclics. Donc c'est aussi ça le pouvoir du coaching, c'est pas que une tonne d'outils ou des tonnes de connaissances à apprendre, c'est aussi la justesse du propos, la justesse en fait de comment est-ce qu'on va mobiliser le bon besoin au bon moment. Si là ce dont tu as besoin c'est d'inspiration, d'avoir une mentor, une leader inspirante, bah c'est ça que tu vas aller chercher en priorité. C'est là-dessus qu'on va mettre euh, le focus pendant le coaching. Si là ce dont tu as besoin ça va être d'être confronté à telle chose, bah bam, on va aller se confronter. Et donc l'idée, c'est pas d'engranger des connaissances, d'accumuler des outils, etc., etc. C'est vraiment d'aller au plus juste de quoi tu as besoin pour aller à la prochaine étape, pour te sentir mieux, pour pouvoir avancer dans ta quête de sens, pour pouvoir oser des projets professionnels que tu n'osais pas avant, pour pouvoir peut-être oser réfléchir à entreprendre, pour pouvoir peut-être oser te lancer dans l'entrepreneuriat, pour peut-être oser lancer des projets en parallèle de ton job, comme c'était ton cas, Cassandre. Ouais, complètement. Et questionner les besoins derrière les rêves, ça permet aussi de pas forcément
accomplir ses rêves, mais juste de se sentir mieux en répondant aux besoins qui est derrière ce rêve. En fait, je peux juste répondre aux besoins sans accomplir le rêve. Quand je parlais de déménager, mon besoin, c'était pas de changer de logement. J'avais pas de problème avec mon logement. Donc il y avait, voilà, peut-être qu'autre chose. Enfin, c'était autre chose. Complètement. Et ça rejoint cette idée de ce qui est très important, c'est justement de réussir à identifier le vrai besoin. Parce que sinon, on peut mettre en place plein d'actions, mais jamais se sentir aligné ou de sentir le sens, la contribution ou autre. Et donc, c'est super important de pouvoir mettre le doigt sur ce dont on a vraiment besoin. Et donc, ce que je voulais apporter comme éclairage, c'est l'outil derrière, c'est la communication non violente. Je me forme auprès de Thomas Danbourg, notamment. Et c'est vraiment une approche que j'aime énormément et à travers laquelle j'accompagne l'entrepreneuse de vocation et par ailleurs. Et l'idée, c'est vraiment de passer par l'écoute de soi, parce que je suis convaincue qu'en fait, il y a personne d'autre que soi qui sait ce qui est mieux pour soi. Et c'est pour ça que je suis pas dans une posture de gourou ou de te dire quoi faire ou de te dire quel chemin prendre ou de te dire qu'il faut entreprendre ou de te dire qu'il faut ceci, que tu dois cela, mais plutôt d'être une guide pour pouvoir t'aider à connecter à qui tu es, de quoi tu as besoin. Et donc, la communication non violente, ça porte pas hyper bien son nom, parce qu'on a l'impression que c'est un outil de communication, mais c'est avant tout un outil de connaissance de soi et de compréhension de soi, et qui permet aussi de prendre soin de soi et de prendre soin de ses relations. Et donc, la communication non violente, c'est une façon de mieux s'écouter, de mieux comprendre ses émotions. Les émotions, elles sont connectées à des besoins. Si je me sens bien, c'est qu'il y a des besoins importants pour moi qui sont nourris. Si je me sens pas bien, c'est qu'il y a des besoins importants pour moi qui ne sont pas nourris. Et en fonction d'à quel point on arrive à mettre de la justesse sur quels sont les besoins que j'ai besoin de nourrir, eh bien, on arrive à identifier des stratégies et à passer à l'action de façon pertinente et de poser des actions pertinentes, inspirées, inspirantes et efficaces pour pouvoir se mettre en mouvement. Ouais, complètement. Et quand on pense carrière, on met pas forcément la vie pro en face. Enfin, on, on les met un peu en opposition, vie pro, vie perso, alors qu'au final, les deux, enfin, vont ensemble. On les lie au quotidien. Moi, ça m'avait été utile aussi de travailler sur mes besoins, peu importe qu'ils soient pro ou perso, en fait. Et d'ailleurs, dans ma posture, j'ai un peu, oui, j'ai un peu de difficulté parfois à faire le tri entre ce qui est pro et perso, parce que j'ai un podcast à côté de mon travail, parce que j'ai écrit un livre à côté de mon travail. Et est-ce que c'est du pro, est-ce que c'est du perso? Parce que ben le podcast, je suis pas directement rémunérée pour faire ça. Donc est-ce que c'est professionnel? Est-ce que quand c'est pro, ça veut dire qu'on touche de l'argent? Ou alors c'est quelque chose sans argent, c'est forcément du perso. Donc forcément chez moi les deux se mêlent beaucoup. Mmh. Et et ça m'amène au sujet de l'entrepreneuriat et de toutes ses formes en fait, parce que le coaching s'appelle entrepreneuse de vocation et à la base j'ai failli pas y aller parce que je me suis dit bah en fait je suis pas entrepreneur. Donc ça ne me concerne pas. Et puis en fait tu avais communiqué sur le fait que ça concernait les salariés, les intrapreneurs, les slasheuses, les entrepreneurs. Donc ma question pour toi est, ça veut dire quoi être entrepreneuse de vocation? Qu'est-ce que pour toi il y a derrière ce terme? Tu pas la seule, hein, à du coup avoir eu peur avec ce nom. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de préjugés, d'idées reçues autour de ce que c'est qu'être une entrepreneuse. Et notamment, il y a ce truc de bon, bah, tant que j'ai pas, enfin, chacune a ce truc-là, mais qu'est-ce qui fait une entrepreneuse, en fait? Et parfois, il y a des femmes qui ont juridiquement le statut d'entrepreneuse, mais qui ne se considèrent pas comme entrepreneuse. Et pour autant, moi, avant même d'avoir un statut micro-entrepreneuse, j'étais déjà entrepreneuse. Donc, il y a vraiment un truc de, si on, enfin, c'est quoi être entrepreneuse? Et en fait, pour moi, ce titre, il a été choisi avec soin, même s'il prêtait à confusion, je l'adore. Entrepreneuse de vocation, pour moi, il a un double sens. Il a un sens à la fois, bah, est-ce qu'on est entrepreneuse de vocation? Depuis toujours, j'ai vocation à devenir entrepreneuse. Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on est pour être entrepreneuse, finalement? Est-ce qu'on est né et on était voué à devenir entrepreneuse? Et puis entrepreneuse de vocation aussi dans le sens, est-ce que je peux pas entreprendre ma vocation? Est-ce que je peux pas moi-même créer la vie qui me correspond? Et que ça passe par une démarche entrepreneuriale, de prise d'initiative, de proposer, de faire bouger les lignes, de faire bouger sa vie, de changer son cercle, de changer le monde. Et c'est ça pour moi être entrepreneuse de vocation, c'est trouver en fait sa façon d'entreprendre son épanouissement professionnel et personnel. Et ça peut passer par
le fait d'entreprendre. Le programme, il est particulièrement adapté pour celles qui aspirent à entreprendre. Il est aussi particulièrement adapté pour celles qui aspirent à entreprendre mais qui ne savent pas, qui n'ont pas conscience qu'elles veulent entreprendre. Il y en a beaucoup. Et il est aussi adapté pour des femmes qui ont envie de changer de job ou des femmes qui ont l'impression d'avoir envie de changer de job mais qui en fait ont besoin de changer leur rapport au travail, ont besoin de gagner confiance en elles, ont besoin de mieux communiquer, ont besoin de faire le même job mais dans une autre entreprise, la même mission mais avec une autre finalité, ou la même mission mais en étant mieux rémunérée, etc. Et du coup, c'est une posture de OK, je reprends le pouvoir sur ma vie, qu'est-ce que je veux et comment je me donne les moyens de l'obtenir. Pour moi, c'est ça être entrepreneuse de vocation, c'est reprendre les commandes de sa vie et se dire je vais créer ce bonheur parce que je le mérite. Et c'est vraiment cet esprit d'empowerment qui est important et une démarche entrepreneuriale qui peut prendre plein de formes différentes dans la mesure où je suis capable d'accompagner toutes les formes de transition professionnelle et entrepreneuriale possibles, dont les slasheuses. Et ça, tu connais. Parce que toi, tu te considères comme slasheuse, c'est ça, à la fois salariée et à la fois avec tes propres projets que tu crées de A à Z. Ouais, c'est ça, mais ouais, c'est un titre qu'on se donne, hein, au final. Tu l'as dit, il y a entreprendre, c'est très large comme terme. Et moi, ça fait des années que j'écoute des podcasts sur l'entrepreneuriat et je gère ce podcast comme un projet entrepreneurial, même si aujourd'hui il n'est pas monétisé. Ouais, il y a l'idée de la posture au-delà du statut. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, c'est quel est ton modèle économique? Quand on est entrepreneuse, en général, on a, je sais pas, on vend des services. Donc, on a un service et on reçoit de l'argent, entre guillemets, ou des produits. Et en fait, il y en a pour qui leur modèle économique, c'est, bah, je suis en travail salarié, ça me fait une rémunération, et cette rémunération, elle me permet de créer des projets en dehors, en fait. Peu importe finalement d'où vient l'argent, ce qui compte, c'est de nourrir nos besoins. Et donc ça, c'est une stratégie après. Est-ce que l'argent, il va venir d'un travail salarié, d'un travail en freelance, d'un travail en tant qu'entrepreneuse, de par-ci, de par-là? En fait, c'est une stratégie à un moment de la vie. Et c'est ça que je trouve créatif, en fait. C'est que parfois, bah, mon modèle économique pour pouvoir se créer ce podcast, bah, c'est de pouvoir avoir des revenus par tel autre projet. Et tout est synergie et tout est, ce qui compte, c'est que tu puisses faire ton livre, ton podcast, ton marathon, ton job, déménager quand tu auras l'élan de déménager, et cetera. Et je trouve que c'est un mode de fonctionnement, en fait, qui est malin et qui est subtil et qui sort un petit peu des sentiers battus et aussi des croyances du job idéal. Comme si le travail devait répondre à tous les besoins en même temps, parfaitement, tout le temps. En fait, on souffre aussi parfois des illusions qu'on a sur le travail idéal. Si on croit que le travail parfait existe et qu'on est le seul à pas en bénéficier, par exemple, bah, c'est difficile. Mais si on se dit que on précise de plus en plus quel est notre job idéal et qu'on est en chemin dans cette direction, alors là, ça devient plus un jeu, ça devient plus la curiosité, ça devient plus motivant, en fait. Ouais, et ce qui est motivant aussi, t'en as parlé, c'est d'avancer sur les prochains pas, sur du très concret, sur quelque chose qui peut être motivant parce qu'on arrive à imaginer ce que c'est assez concrètement. Et tu nous encourageais notamment à beaucoup prioriser maximum sur trois choses, les trois prochaines choses sur lesquelles j'avance, qui sont en ligne, qui vont répondre à mes besoins, etc. C'est vrai que quand on parle travail, ça me fait penser aux questions d'entretien d'embauche. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans? Franchement, c'est hyper difficile de répondre à ces questions-là. Et on a cette tendance à vouloir être visionnaire, à, voilà, voir loin, avoir une vision de soi-même très lointaine, alors que finalement, moi, ce qui m'a rassurée, c'est d'avoir une vision très court terme. Alors, oui, j'ai des ambitions long terme, j'ai des ambitions d'impact à moyen et long terme, mais par contre, mes prochaines actions, enfin, je sais pas du tout comment je vais y arriver, mais je vois mes prochaines actions, je vois les prochaines semaines, les prochains mois, et je m'en tiens à ça parce que c'est la seule chose qui est claire pour moi. Mmh. Oui, je trouve que c'est important en fait, d'avoir cette harmonie-là, c'est-à-dire à la fois ce dont tu parlais tout à l'heure, d'avoir des grands rêves, justement pour avoir de la motivation, pour avoir aussi une direction, en fait, pour se dire: «Ah, c'est ça moi qui me motive, c'est ça qui m'apporte de la joie, c'est ça que j'ai envie de vivre». En fait, pour moi, c'est ce qui me donne, l'énergie de me lever le matin. Même si je le vis pas aujourd'hui, je sais qu'en fait, ce vers quoi je vais, c'est ça. Et on sous-estime parfois le pouvoir des projets, le pouvoir des rêves.
C'est hyper important. Quand on a des peurs, quand on a des limitations, quand on a des freins, des blocages, c'est très important de les débloquer, etc. Mais c'est aussi super important de suivre, de booster ses motivations et donc de travailler sur ses rêves. Et donc à la fois, on a travaillé sur nos rêves, nos valeurs, nos besoins, qui sont finalement des grandes sources de motivation à très long terme. Et en même temps, on travaille à très court terme. Comment est-ce qu'on peut avancer dans cette direction dès maintenant, facilement? D'où les petits pas, effectivement, qui peuvent paraître dévalorisants, de se dire ah ben je vais juste faire ça, c'est rien, ça me permet pas du tout de vivre mes rêves, etc. Mais en fait, si, parce que le bonheur, c'est pas atteindre ses objectifs, en fait. C'est sentir qu'on avance dans l'accomplissement des projets qui font sens pour nous. Le bonheur, c'est pas atteindre ses objectifs, c'est se sentir en chemin vers ses objectifs. Et ça, c'est une grande, grande différence. Et du coup, ouais, je trouve ça important, cet équilibre entre je connais mes grandes motivations, mes valeurs, mes besoins, mes rêves, et je me mets en chemin pas après pas, petit pas après petit pas dans cette direction. Et il s'agit de valoriser chacune de ces étapes et pas se dire, allez, juste fais ça. Ça, c'est très, très difficile. C'est beaucoup plus facile de l'extérieur vis-à-vis de quelqu'un. On va être très encourageant, très indulgent. On va se dire, bah si, mais la personne, elle a quand même fait ça, c'est super et tout. Alors, quand c'est soi-même, je trouve ça hyper difficile et du coup, on va beaucoup plus stagner. Parce que comme on va pas valoriser les petites étapes, on va pas les faire puisqu'on veut faire les grandes étapes, mais comme les grandes étapes sont trop lourdes, trop ambitieuses, on ne va pas les faire. Donc, on va encore moins avancer. Parfois, quand on se met trop à faire sur sa to-do list, par exemple, on avance beaucoup moins que si on avait bien calibré la to-do list et qu'on aurait fait peut-être 2 fois plus. Donc, c'est hyper important de pouvoir fonctionner comme ça avec des petits pas, avec des objectifs SMART-F, etc. Et ça aide d'avoir un regard extérieur parce que honnêtement, je suis coach, mais ça m'arrive aussi là récemment d'avoir des ambitions d'un immense projet d'une communauté internationale, un truc de ouf qui me fait surkiffer. Et du coup, d'être dans l'immobilisme en me disant, mais comment ça peut arriver là, le mois prochain, quoi, demain, genre maintenant, je veux que ce soit déjà là. Et donc, du coup, il y a une forme d'impatience parce que c'est génial et d'ambition que ça se concrétise qui fait qu'en fait, je suis dans de la procrastination et j'ose pas avancer trop. Je peux pas avancer trop parce que j'ai déjà une vie, il y a déjà des choses dans la vie, en fait. Donc, je peux pas du jour au lendemain changer toute ma vie. J'ai pas envie, d'ailleurs, de changer toute ma vie du jour au lendemain. Ça implique trop, trop de conséquences. Mais si je mets des petits pas en place, alors là, la transition, elle se fait. Et c'est pour ça qu'on parle de transition professionnelle, c'est parce qu'on oublie parfois qu'il y a besoin de temps pour le changement et que le changement mérite du temps. Ouais. Et ça fait aussi un beau parallèle avec la transition écologique. Comme on parle de transition écologique et professionnelle, c'est vraiment parfait. Parce que la transition écologique, on a un peu une vision de où est-ce qu'on veut arriver, mais on sait pas forcément quel chemin on va prendre. Et on se dit, ben ouais, là, je suis en train de réduire un petit peu la facture d'énergie de l'entreprise, mais c'est rien du tout par rapport à là où je veux arriver. Et je fais un peu ce parallèle. C'est forcément plein de petites actions qui vont faire que on va transformer une petite chose, puis une autre dans l'entreprise. Et au final, au bout d'un certain temps, de plusieurs années, l'entreprise, elle aura réellement changé. Et voilà, c'est la même chose dans sa vie personnelle, dans sa carrière. Et les entreprises le font bien, parfois de donner une grande vision, une grande mission, etc. Truc, on ne sait pas comment on va y arriver. Mais après, il y a des plans d'action avec et tout ce travail, il est réparti sur plein de personnes qui doivent rester connectées à cette vision-là pour comprendre pourquoi elles travaillent d'ailleurs. Enfin, moi, voilà, je fais bien ce parallèle-là entre transition personnelle, professionnelle, où j'avance pas à pas, et transition écologique, d'ailleurs qu'elle soit personnelle ou dans une entreprise, qui peut ne se faire que pas à pas aussi, parce qu'il y a déjà des choses en place dans l'entreprise, il y a déjà des choses en place dans sa vie, et on peut pas tout transformer d'un coup. Et c'est voilà tout l'enjeu de ce mot de transition. Complètement. Et du coup, je veux bien parler d'une troisième transition, la transition entrepreneuriale, qui est aussi une transition en fait qui est désirée par beaucoup de personnes. Et pareil, c'est une transition. C'est pas forcément du jour au lendemain. Moi, par exemple, d'abord, j'ai créé des projets bénévolement associatifs en parallèle de mes études, et puis après en parallèle de mon travail. Puis j'ai commencé à être rémunérée pour ces projets en parallèle de mon travail. Et puis après, j'ai commencé à coacher en parallèle de mon travail. Et puis ensuite, donc je suis passée par cette phase de slasheuse.
avant de me lancer dans la phase où j'étais seulement entrepreneuse entre guillemets. Et encore, après j'ai touché les allocations chômage pendant 2 ans, le temps de pouvoir me créer des revenus réguliers. Et puis ensuite, il y a eu plein d'étapes en fait. Et il continuera d'avoir des étapes dans ma vie entrepreneuriale, peut-être même salarié si je décide de redevenir salarié à un moment. Et donc, c'est toute une transition, en fait. Il y a plein d'étapes qui peuvent être différentes d'une personne à une autre et s'autoriser aussi à trouver des stratégies pour entreprendre à sa façon, c'est hyper important. On n'est pas obligé de tout changer du jour au lendemain, mais on peut changer beaucoup de choses en prenant le temps et parfois ça peut aller même beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Donc, la transition, par définition, elle nécessite du temps et donc autant se laisser le temps de pouvoir accompagner les changements qui comptent vraiment pour nous. Ouais. Et d'ailleurs, tu l'as dit, c'est jamais figé. Un jour, tu peux être entrepreneur, le lendemain salarié, parce que ça répond à tes besoins juste de manière différente. Moi, j'ai complètement analysé que mes besoins, ils sont pas derrière le statut salarié ou entrepreneur. Ils sont autres et les deux peuvent y répondre potentiellement. Mais aujourd'hui, la manière dont j'y réponds me convient. Oui, parfois, pour 2 personnes qui ont la même valeur de liberté, eh ben, elles vont nourrir leur valeur de liberté plus en étant entrepreneuse ou plus en étant salariée. La liberté d'avoir des congés payés, bah, ça, c'est plutôt quand on est salarié. Ou la liberté de pouvoir choisir ses horaires de travail, par exemple, bah, ça, c'est plutôt en étant entrepreneuse. Et encore, ça veut rien dire. Moi, j'étais salariée, j'avais de la liberté de où je travaillais, quand je travaillais. Et il y a des fois où je suis entrepreneuse et où j'ai pas cette liberté de quand je travaille ou de machin. C'est des choix. Tout ça, c'est une question de responsabilité de ses choix et donc d'avoir conscience des choix qui sont bons pour soi. C'est une question d'état d'esprit, c'est une question de se sentir responsable, c'est une question de sentir qu'on a du pouvoir aussi sur les choses et que ça peut changer. Ouais, ça me fait penser à une interview que j'avais menée d'un salarié qui racontait que, en fait, c'est grâce à toutes les associations qu'il a découvert côté perso, parce que ça lui faisait plaisir, il avait envie de se nourrir au niveau écologique, que après ça lui a servi dans son travail. C'était pas prévu. Et moi aussi, il y a plein de choses, il y a plein de ponts en fait entre mon travail, mon podcast, ma vie perso, parce que en effet, c'est pas fermé. Il y a pas de barrière. Et moi, la barrière mentale que je me mettais un petit peu, c'était il faut entreprendre pour avoir de l'impact. Si t'entreprends pas, ben t'auras pas trop d'impact. Waouh! Alors que, ouais, en fait, au final, il y a plein d'entreprises. Ok, la personne qui a créé l'entreprise, c'est très bien, mais toutes les personnes qui contribuent, sans elles, ça fonctionne pas. Et en plus, je suis la première à dire aux personnes, vous êtes en entreprise, vous êtes salarié, si vous êtes écolo boulot, vous allez transformer l'entreprise et c'est grâce à vous que ça va se faire. Mais je me l'appliquais pas spécialement à moi. Je me mettais un peu cette pression-là que je me suis enlevée depuis quelques mois. Waouh, c'est hyper intéressant comme croyance. Ouais, c'est et du coup, tu vois, ça vient soulever la question de c'est quoi l'impact? Et Mm. je pense que c'est des questions très importantes à se poser. Quel est l'impact que j'ai envie d'avoir? Est-ce que c'est un impact au niveau international? Est-ce que c'est un impact au niveau national? Est-ce que c'est un impact dans ma ville? Est-ce que c'est un impact dans mon cercle proche? Il y a des gens qui vont aller faire de l'humanitaire pour aller, soutenir, des populations vulnérables, dans un pays, d'Afrique, par exemple, et qui vont, bah, complètement, déserter le cercle familial parce que peut-être c'est leur choix ou parce que peut-être c'est une fuite, peu importe. Et ils vont avoir de l'impact là. Et puis il y a peut-être des gens qui vont avoir énormément d'impact. Je pense par exemple à ma grand-mère maternelle et mon autre grand-mère aussi. Et ma grand-mère maternelle, elle a eu un impact très fort dans ma vie. Elle a été très présente, elle a été très à l'écoute, elle a eu beaucoup d'empathie et pour moi, c'est hyper précieux. Alors elle a peut-être pas, sauvé des populations vulnérables à travers le monde, mais elle a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact dans ma vie et elle a du mal à en avoir conscience parce que c'est une femme qui n'a pas travaillé. À une époque où les femmes travaillaient peu et où elle a été malade et cetera. Et pour moi, elle a eu énormément d'impact. Et c'est aussi très, très important de me le rappeler parce que parfois, j'ai l'impression d'avoir envie d'avoir un impact au niveau international parce que j'ai des figures d'inspiration aussi, de Simone Veil, de Mandela, de Gandhi, et cetera, avec aussi leurs ombres à chacun, chacune. Hem, Sheryl Sandberg qui a créé une communauté internationale, et cetera. J'essaye de donner des hommes et des femmes pour plus de représentativité, donc je complète. Mais du coup, j'ai à la fois en fait, j'observe que j'ai des rôles modèles inspirants qui sont
un impact international, mais j'ai aussi des rôles modèles de mon quotidien, soit les femmes que j'accompagne, ma grand-mère, qui m'inspire énormément aussi. Et j'aimerais revaloriser en fait l'impact très local. Je suis assez émue même en parlant. Je pense qu'à moi-même, ça me fait du bien de l'entendre. Et ça rejoint aussi toute cette philosophie de prendre soin de soi pour prendre soin des autres. C'est d'ailleurs pour avoir évolué beaucoup dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, de l'innovation sociale, de l'entrepreneuriat social. Parfois, souvent, bah, dans l'intention bienveillante de vouloir aider à grande échelle, il y a beaucoup de souffrance à petite échelle. Il va y avoir, de l'exploitation de ses salariés, il va y avoir, du burn-out, il va y avoir du harcèlement, il va y avoir toutes ces souffrances au travail à une échelle, proche, mais dans un objectif d'avoir beaucoup d'impact. Mais en fait, on a aussi de l'impact directement là où on en est et moi, c'est quelque chose avec lequel je suis pas du tout en accord, en fait. J'ai d'abord besoin de prendre beaucoup soin et ça me permet peut-être d'être alignée avec mes choix aujourd'hui, je sais pas, en tout cas, j'ai tendance à juger ou croire que j'ai pas beaucoup d'impact parce que j'ai une petite entreprise. J'ai l'impression que j'avais beaucoup plus d'impact quand j'étais cofondatrice d'associations qui touchaient des centaines, voire des milliers de personnes et en même temps, aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation d'avoir un impact qui est très qualitatif pour peut-être moins de personnes à court terme, mais un impact qui est très qualitatif. J'ai vraiment la sensation de contribuer à changer des vies, à empowerer des personnes qui elles-mêmes empower d'autres personnes, changent des vies et qui a un impact en plus très indirect, difficile à quantifier. Tout ça pour dire que je trouve ça très important de se poser la question de quel est l'impact que j'ai envie d'avoir et quel impact ça a. C'est pas facile, hein. Moi, c'est vrai que depuis, je me suis dit que j'allais me pencher sur cette question de essayer de définir l'impact que j'ai avec Écolo au boulot. Parce que, en fait, ça me permettra de le valoriser, tout simplement, auprès de moi-même en priorité, et puis après, auprès d'autres personnes, mais d'abord pour moi, au final. J'ai envie de savoir ce que ça permet de faire, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait pas quand on lance un podcast sur les ondes. On a quelques retours, mais on en a très peu finalement sur le nombre de personnes qui écoutent. Mais c'est pareil sur plein de choses, hein. Ça me permet de rebondir sur une des questions que je voulais te poser, qui était sur ma dernière question d'ailleurs, qui était sur le fait de célébrer. Tu nous as aussi encouragé à célébrer toutes les petites choses, les petites victoires de la vie, du quotidien, pro, perso, et je pense que ça peut avoir aussi un lien avec l'impact dont on était en train de parler. Oui. Se rendre compte de tout ce qu'on a réussi à faire ou tout ce qui nous est arrivé de bien, ben, ça compte dans l'impact, que ce soit un impact sur notre vie ou quelque chose qu'on a réussi à faire au travail, on sait que ça a de l'impact derrière. Ouais, moi aussi, je voyais un lien justement quand on parlait. Ouais, l'idée de célébrer, c'est important. Je pense que historiquement, notamment en France, on a plus l'habitude de souligner en rouge ce qui va pas, quoi. À l'école, dans l'éducation, on a la croyance qu'en fait, c'est en regardant ce qui va pas qu'on va pouvoir s'améliorer. Sauf que neuroscientifiquement, on s'est rendu compte que c'était totalement l'inverse. On s'est rendu compte qu'en fait, c'est en se focalisant sur ce qui va bien qu'on allait avoir conscience de ce qu'on faisait bien, qu'on allait avoir conscience de ses forces, qu'on allait avoir conscience de la valeur qu'on a, de ce sur quoi on peut contribuer, que du coup on allait gagner confiance, gagner motivation, qu'on allait faire encore mieux ce qu'on fait déjà et qu'on allait passer justement par ses forces pour trouver des solutions à ces points d'amélioration. Et ça, c'est très fort et c'est une démarche qui est pour moi très innovante et très contre-intuitive et qui change la vie. Et je le vois, je coach, je forme, je facilite dans des entreprises de toute taille, de très grandes entreprises, de tout secteur confondu. Et je suis à chaque fois surprise, émue de voir à quel point en fait c'est un recadrage permanent, de leur faire à chaque fois que je leur pose la question, ok, qu'est-ce que t'as bien fait? Là, de quoi t'es contente? Qu'est-ce que t'as envie de garder? À chaque fois, c'est très difficile pour eux à recevoir cette question. On n'a pas l'habitude de s'auto-évaluer positivement, première chose.
On n'a pas l'habitude de se valoriser, on n'a pas l'habitude de se reconnaître avant d'attendre d'être reconnu par les autres, besoin de reconnaissance. On n'a pas l'habitude de porter un regard doux sur soi, de s'encourager, d'être un soutien pour soi et donc pour ses projets. Et puis petit à petit ça vient, mais en tout cas systématiquement, il y a le réflexe qui revient et tout de suite ça passe sur ouais mais ça j'ai pas aimé, ça j'ai mal fait, il faudra changer ça, etc. Systématiquement. Et vraiment, je vous invite à tester, à mettre de l'attention là-dessus, à reformuler. J'ai encore besoin aujourd'hui, même si ça fait des années que je m'auto-coach, que je me fais coacher, etc., de regarder à quel point ça peut avoir des bénéfices énormes, de regarder ce qui va bien, de regarder ses forces, de regarder ce qui passe bien, et à quel point, en fait, ça redonne de l'énergie, redonne un sentiment de gratitude, redonne de la force, redonne une direction pour aller de l'avant, redonne des solutions. Et en fait, on n'a pas besoin toujours de regarder ce qui va pas. C'est important de se focaliser à 70-80% sur ses forces et à 20-30% sur ce qui peut être amélioré pour pas justement que ça nous bloque en fait dans notre réussite. Si on est très fort au tennis en coup droit, on va devenir très très fort en coup droit, mais il faut pas que nos revers nous empêchent de gagner le match, quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc capitalisons sur nos forces. Donc voilà votre exercice, si vous nous écoutez toujours depuis votre exercice, ça va être ça, de célébrer, de noter tout ce qui va bien dans votre travail, de noter tout ce qui va bien dans votre démarche écologique, de noter tout ce qui va bien dans votre vie personnelle et de célébrer déjà tout ce qui va bien et de s'appuyer sur ces forces-là. Ouais. Et Oprah disait une phrase que j'aime beaucoup. Plus on célèbre les belles choses à célébrer dans la vie, plus il y a de belles choses à célébrer dans la vie. Et je trouve ça très beau. Et très vrai dans une démarche de gratitude, dans une démarche d'attraction, de manifestation pour les personnes qui sont sensibles aux enjeux plus spirituels. Écoute, je propose que on se quitte sur cette phrase très inspirante. Comme ça, on a proposé un exercice, une phrase inspirante, sauf si tu as autre chose à ajouter. Merci Cassandre pour cette invitation. Bravo pour ce podcast et pour l'impact que tu as, conscient, inconscient, mesuré, pas mesurable. J'encourage les personnes qui aiment ton podcast à te le faire savoir pour que tu aies encore mieux conscience de à quoi tu contribues. Ça aussi, c'est important. Et c'est une façon de contribuer, je trouve, que de pouvoir communiquer aux autres en quoi ils contribuent. Et donc, j'ai envie de te remercier justement pour ta contribution, pour cet échange, pour tes questions, remercier les personnes qui nous ont entendus et peut-être entrer en lien pour savoir qu'est-ce que ces personnes en ont pensé, qu'est-ce qui les a touchés et est-ce que ces personnes ont des partages, des recommandations aussi à nous faire, puisque j'aime bien aussi l'aventure collective et les réflexions que ça peut engendrer. Donc, qu'elles n'hésitent pas si elles ont envie d'entrer en lien directement à me rejoindre sur mon Instagram @RebeccaSvedge ou sur mon site internet rebeccasvedge.com. Sachant que sur mon site, by the way, j'ai proposé 3 vidéos pour donner plus de sens à son travail. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie d'aller prolonger ce podcast par ce cycle de vidéos. Trop bien. Et je mettrai les liens dans la description de cet épisode pour qu'on les retrouve facilement. Merci beaucoup d'avoir été sur le podcast. Avec plaisir. À bientôt. Merci pour votre écoute de ce dernier épisode de la saison. Je fais une pause sur le podcast pendant le mois d'août et on se retrouve en septembre avec une nouvelle saison d'Écolo au boulot qui s'annonce passionnante. En attendant, vous pouvez découvrir le livre Écolo au boulot aux éditions Jouvence et qui est disponible dans toutes les librairies, au moins sur commande, pour vous préparer à une rentrée au travail plus écolo et motivante que jamais. Merci pour votre écoute et à bientôt. Ciao!